sur beaucoup de choses. Et je me suis beaucoup interrogée sur ce que je peux vous apporter aujourd'hui, en fait, en sachant qu'il y a des grosses pointures, si je puis dire, avec nous. Et j'ai décidé d'orienter, de centrer en tout cas mon intervention sur trois sujets que je trouve très très intéressants au niveau de l'intérêt de la SAS aujourd'hui dans le paysage juridique marocain, qui sont d'une part la possibilité de pouvoir mettre en place des pactes associés qui sont, je pense, indispensables dans la SAS. L'autre sujet est celui de l'intérêt de la holding pour les SAS, de la SAS dans les groupes de sociétés plutôt. Et le troisième sujet est celui qui a été très rapidement évoqué par mon confrère de l'intérêt de la SAS dans les entreprises familiales. Donc je vais démarrer par la notion de pacte d'associés. Les pactes associés, vous en avez entendu parler, j'en suis sûre. C'est un sujet qui intrigue beaucoup. C'est un sujet qui est très large, qu'on ne peut pas cerner et qui évolue dans le temps. Et le pacte d'associés, c'est quelque chose que je définis comme étant une sorte de contrat de mariage, en fait. On se retrouve à 2, à 3, à 5, à 10, à 20, importe peu, et on veut créer une société. Et on ne sort pas de la société comme on y entre, et on ne sort pas d'un mariage comme on y entre. Donc c'est une convention qui est extra-statutaire. C'est une convention qui est conclue entre les associés, qui ne fait pas partie de la documentation qui est déposée au greffe pour la constitution de la société et qui reste confidentielle entre les associés. Donc elle va prévoir des choses qu'on n'a pas dans les statuts. Soit des choses qu'on ne peut pas prévoir dans les statuts, soit des choses qu'on veut garder confidentielles, qu'on ne laissera pas dans les statuts. Donc, il répond aux besoins des associés de régler leurs relations. Donc, comment on va travailler ensemble, dans quelles conditions éventuellement on va voter, dans quelles conditions on entre et on sort dans la société, et comment on va divorcer ou comment on va se séparer si demain on ne s'entend plus, on ne veut plus travailler ensemble. Quand on parle de pacte, on ne parle pas d'un mécanisme juridique particulier, c'est une convention. Le terme pacte a une origine plus sociologique, c'est-à-dire qu'on a un pacte d'associés, c'est comme quand on parle d'acte de contrat de mariage, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas une institution, c'est quelque chose d'hybride entre les deux. Et le pacte d'associés, c'est un peu la même chose. Il va aujourd'hui pouvoir bouleverser les rapports majorité-minorité dans les sociétés et il va bouleverser les rapports droit de vote et droit aux dividendes des associés. Donc le pacte associé répond à un besoin des associés d'introduire des aménagements contractuels dans leurs relations. Il va pouvoir, et c'est tout le sujet aujourd'hui de cette table ronde, permettre aux investisseurs d'être sécurisés dans leur entrée dans le capital. C'est-à-dire que si je suis là pour investir et pour fructifier mon investissement, je n'ai pas envie forcément d'être impliqué dans les prises de décision. Donc le pacte associé va pouvoir répondre à ça. Si je suis un investisseur étranger et que je veux dans mes relations avec les autres associés ne pas être soumis à la loi marocaine, ne pas aller devant les tribunaux marocains, aller en médiation, aller en arbitrage, être soumis à une réglementation particulière, dans ce cas-là, je vais pouvoir utiliser le pacte associé. Le pacte d'associés va permettre aussi de régler les contentieux éventuellement ou les conflits éventuels entre les associés avec plus de rapidité et d'éviter l'aléa judiciaire. Et on sait à quel point on peut aller dans un contentieux et se trouver enlisé dans ce contentieux pendant 5 ans, pendant 10 ans, selon le cas. Donc, le pacte associé a quelques particularités que j'ai envie de vous exposer. Il répond au principe de l'autonomie de la volonté. Les statuts dans les autres formes sociales sont réglementés de façon stricte par la loi. Donc, l'autonomie de la volonté des associés a très peu de place. La SAS va permettre aux associés d'avoir en main leurs relations. Il introduit une flexibilité pour pouvoir répondre à la vitesse et à l'originalité du développement de l'économie au niveau mondial. On sait qu'aujourd'hui, l'économie est plus rapide que le droit. Ça, c'est au niveau international. Et qu'on a besoin aujourd'hui des outils qui nous permettent de rattraper en matière de vitesse.
Il répond à une sécurité juridique. Je sais à quoi je m'engage, je sais à quoi j'ai droit, je sais ce que je peux exiger, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est dans les autres formes sociales. Et il répond surtout à un besoin particulier dans le monde des affaires qui est celui de la confidentialité. Je n'ai pas envie qu'on sache ce qui se passe au niveau des rapports entre associés, je n'ai pas envie qu'on sache comment s'organise la société, et le pacte associé permet de répondre à ça. Qu'est-ce qu'on va trouver dans un pacte associé? J'ai envie de vous dire qu'il y a autant de pactes associés que de sociétés, autant de types de pactes associés et autant de diversité de clauses que de sociétés qui utilisent cet outil-là. Dans un pacte associé, on peut trouver des clauses financières qui vont régler la répartition des dividendes, qui vont régler les droits de sortie et d'entrée dans la société. On va trouver des déclarations d'intention, on va trouver des promesses de portefeuille, on va trouver des clauses de retrait qui permettent à un associé qui considère que je ne reste dans la société que si je fais tant de dividendes. Donc à partir du moment où je vois que la société ne fait pas assez de bénéfices, je ne veux pas y rester, donc j'ai une possibilité de me retirer dans certaines conditions de la société. On va pouvoir prévoir les clauses d'exclusion. Mon confrère a évoqué le sujet des modalités d'exclusion éventuellement. C'est vrai qu'on ne va pas pouvoir exclure un associé à tout prix et on ne va pas pouvoir surtout sanctionner par une clause d'exclusion un associé. Je pense que au niveau, en tout cas, de la position de la Cour de cassation, je ne pense pas qu'il puisse admettre qu'on puisse exclure l'associé tout en ayant un droit de sortie plus bas que la valeur des actions. On va pouvoir prévoir des clauses d'agrément et des clauses de préemption. On pourra prévoir, du coup, c'est intéressant que la loi le prévoit, une clause d'inaliénabilité. J'ai l'impression que le législateur a voulu vraiment éviter que de telles clauses soient sanctionnées par la jurisprudence, et c'est pour ça qu'on retrouve cette clause aujourd'hui dans la loi. On aurait bien aimé trouver la possibilité de mettre en place des clauses d'exclusion, parce que ça aussi, ça va susciter un débat jurisprudentiel. Et puis, on va pouvoir prévoir d'autres clauses, comme une clause de shotgun. On va pouvoir vraiment retrouver tout ce qu'on retrouve dans les pactes associés au niveau d'autres réglementations, dans le cadre de la SAS marocaine. Et la façon dont, je trouve, la loi a été formulée permet en tout cas de s'y attendre. L'autre contexte dans lequel la SAS est la bienvenue, c'est celui des groupes de sociétés. Comme vous le savez, les groupes de sociétés est un concept qui existe dans la loi sous certaines, pour régler en tout cas certains aspects du groupe de société, mais on n'a pas une définition du groupe de société au droit marocain. C'est quand même une configuration qui permet de créer un effet de synergie, qui permet de diversifier les activités, de faire face à la concurrence, de gagner en part de marché. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut décider au lieu de créer une société qui va gérer un certain nombre de branches d'activité, de créer des groupes de sociétés. Comme l'a dit mon confrère, justement, on va pouvoir mettre la SAS à différents niveaux. La SAS pourra être la société holding, donc c'est elle qui pourra gérer des participations dans les sociétés. Ça va permettre aux actionnaires, aux associés plutôt, de pouvoir gérer les entrées et les sorties, de pouvoir gérer leur participation avec plus de fluidité. On peut avoir une SAS filiale exclusive détenue à 100% par la holding, et à ce moment-là, on va avoir en général le président de la holding qui va concrètement gérer la SAS, puisque le président peut être une personne morale. Ça va permettre une fluidité des décisions entre la holding et la filiale, où on peut justement donner à la SAS le rôle qui était celui de l'ancienne SAS, c'est-à-dire une société qui gère des filiales communes, une filiale commune en tout cas de deux sociétés plutôt, qui va pouvoir à ce moment-là avoir ce rôle-là, parce qu'effectivement, l'expérience que j'ai avec l'ancienne SAS, c'est que j'avais des clients qui venaient,
qui étaient dans cette configuration-là, qui me demandaient est-ce qu'on peut, on a entendu parler de la SAS qui permet de mettre en place des joints aventures, qu'est-ce que vous en pensez, dans quelles conditions on va pouvoir créer cette société-là, et qui se rabattait sur d'autres formes sociales quand ils savaient quelles étaient les conditions de création, de fonctionnement de l'ancienne SAS. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir cette possibilité de donner à la SAS, au final, sous cette nouvelle forme, le rôle qui était celui qu'on voulait lui donner au départ. Concernant les avantages de la SAS dans le contexte d'un groupe de société, la SAS va pouvoir répondre aux besoins de créativité des créateurs, un besoin de rapidité, va pouvoir permettre de dissocier capital et pouvoir, et ça c'est très intéressant, soit dans les filiales communes, parce que vous pouvez avoir un investisseur qui est là pour, comme je vous ai dit, avoir des dividendes, ou quelqu'un qui est le fondateur du projet, qui veut continuer à faire des prises de décision, soit dans les entreprises familiales éventuellement. Dans ce cas-là, on va pouvoir avoir le fondateur qui est le patriarche, en quelque sorte, qui va vouloir continuer à garder la main sur la prise de décision, mais impliquer d'ores et déjà ses héritiers dans la gestion de la société. Et à ce moment-là, cette capacité de dissociation entre capital et pouvoir dans la SAS va être très intéressante. On peut avoir besoin, et ça on le voit, des sociétés qui ont une multitude d'activités. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a une sorte de spécialisation des structures. Je prends une société qui va se spécialiser dans tel produit ou dans tel type de produit. Et on a vu souvent des sociétés qui décident de se débarrasser, ou en tout cas de céder des branches d'activité. Et que ce soit d'un point de vue contractuel ou d'un point de vue même faisabilité de la chose, des fois c'est vraiment très difficile de faire cette cession, de garder ses co-contractants, de ne pas se retrouver dans une rupture contractuelle avec une obligation de dédommagement éventuellement. Et si on fait une scission de branche d'activité en mettant déjà la branche d'activité dans une SAS et en cédant la SAS par la suite, sur plusieurs volets, on va avoir un certain nombre d'avantages. La SAS peut être aussi un moyen de se développer à l'international. Vous l'avez bien dit, mon confrère l'a bien dit, il y a la SAS qui a été calquée aujourd'hui dans plusieurs systèmes juridiques. Et donc c'est plus facile d'avoir des formes sociales pour un groupe de sociétés que de se retrouver sur des formes sociales différentes et sur des difficultés d'effectuer des opérations sur le capital entre une filiale, une société mère, etc. Et puis la SAS peut être justement la holding de rachat dans les opérations de LBO, effectivement, pour sa flexibilité, pour sa prédisposition à cela. La dernière forme sous laquelle la SAS peut être intéressante, ce sont les sociétés familiales. Alors quand je parle de sociétés familiales, il faut savoir qu'aujourd'hui au Maroc, on a à peu près 90% de sociétés familiales. Donc 90% des sociétés existantes au Maroc qui sont des sociétés familiales. Alors quand on utilise cette terminologie-là, on ne parle pas des TPE ou seulement PME, on parle aussi de sociétés qui sont cotées en bourse, on parle aussi de multinationales, qui sont des sociétés familiales dans le sens où elles ont été créées par un fondateur, ce fondateur a éventuellement cédé ses parts sociales, ou en tout cas la succession a récupéré les parts sociales, et le fondateur ou sa succession sont encore dans le capital et éventuellement dans la direction de la société. Donc, dans le cadre des sociétés familiales, aujourd'hui, il y a un besoin qui se retrouve, qu'on remarque, d'organiser la succession. Ça, c'est un point qui est vraiment très intéressant. Les actionnaires de la société familiale, les dirigeants ne veulent plus que la succession soit difficile parce que c'est la pérennité de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées en difficulté dans le cadre d'une succession après le décès du fondateur. Donc on veut pouvoir planifier la succession. On n'a peut-être pas envie de céder la moitié à la fille et la totalité au garçon. On a peut-être envie de faire une cession égalitaire.
Et donc la SAS va permettre d'organiser tout ça, en fait, d'organiser la succession dans le cadre de ces sociétés-là, d'organiser éventuellement une répartition, de garder le pouvoir chez le patriarche et éventuellement céder les parts sociales qui vont permettre au moins une égalité en matière financière entre les différents héritiers. Donc c'est un outil de planification de succession dans les entreprises familiales. C'est un outil qui permet de garder le contrôle en cas d'introduction d'investisseurs dans la société familiale. Donc on va pouvoir garder la décision au sein de la famille, en tout cas des dirigeants qui sont issus de la famille. L'actionnariat familial peut vouloir se retirer de la société. Et en général, ce qu'on remarque, c'est que l'investisseur exige que le retrait soit progressif. D'accord? Parce qu'on veut garder les partenaires. Et souvent, les partenaires sont liés. Il y a un intuitif personnel entre le fondateur de ce groupe-là et puis les partenaires avec lesquels ils travaillent. On veut garder les salariés, on veut garder les clients. Enfin, et donc, le retrait peut devoir être progressif. La SAS va pouvoir répondre à ce besoin-là. L'actionnariat familial peut vouloir, au contraire, exiger que la stratégie de l'entreprise ne change pas. Moi, j'ai un plan d'action sur les 5 ans à venir. Je veux qu'un investisseur vienne mettre de l'argent dans ma société, mais je ne veux pas qu'il touche à cette stratégie de 5 ans que j'ai mis en place. Donc la SAS va pouvoir permettre d'organiser ça. Et c'est aussi, et surtout ce qu'on voit nous, avocats, du coup, en matière contentieuse, c'est un outil de gestion du conflit. La SAS va pouvoir, à travers le pacte associé éventuellement, de prévenir des conflits futurs, de prévenir des discordances qui peuvent avoir lieu entre les différents associés et de pouvoir permettre à la société de continuer à fonctionner. J'ai envie de vous donner un exemple en fait qui est très intéressant à ce niveau-là. Quand vous avez des associés qui ne s'entendent plus, vous avez un mécanisme juridique qui est la liquidation pour mésentente. Vous ne pouvez pas exclure un associé, vous ne pouvez pas exiger d'un associé de se retirer dans les autres formes sociales. Aujourd'hui, vous pouvez faire ça dans la SAS. Et tout ce que vous avez quand les associés ne s'entendent plus dans les autres formes sociales, c'est de liquider la société. Et je trouve que c'est tout à fait dommage. Premièrement, parce que vous allez tuer une activité, vous allez mettre en péril toute une économie qui existe autour de cette société-là. Et deuxièmement, parce que le blocage qu'on trouve, c'est que même en ayant ce mécanisme judiciaire, la jurisprudence refuse en général de permettre la liquidation, sauf si la mésentente bloque complètement l'activité de la société. C'est-à-dire qu'il faut que le tribunal puisse voir que la société va disparaître un jour ou l'autre. De toutes les façons. Si elle disparaît pas aujourd'hui, elle va disparaître demain. Et cette incapacité de pouvoir permettre à la société en tant qu'entité d'exister à côté des associés, de permettre des solutions de sortie, des solutions d'évolution du capital, mais que la société continue à exister, que l'activité économique continue à exister, que les salariés continuent à avoir de l'emploi, est un grand avantage de la SAS qui fait qu'effectivement, je suis sûre que la société, cette forme sociale va se développer, qu'elle va devenir prédominante dans le paysage économique marocain et surtout qu'elle va permettre de répondre à une problématique au Maroc qui est celle de la montée, en tout cas de la croissance des sociétés. Parce que beaucoup de sociétés qui avaient de l'avenir ont dû arrêter leurs activités à cause de blocages juridiques. Et aujourd'hui, on va pouvoir éviter ce fait malheureux et on va pouvoir permettre aux sociétés d'évoluer et de grandir indépendamment de l'existence ou non de tel ou tel associé. Voilà, j'espère que j'ai pu avoir un apport différent des autres intervenants et je vous remercie pour votre attention. Bon, merci Zineb Nassel Benali pour votre intervention, très sincèrement pertinente, pratique, et en même temps on arrive à comprendre en fait l'apport de la SAS, parce que c'est ça ce qui est attendu de cette journée d'études. C'est que praticiens et chercheurs, étudiants et professeurs puissent comprendre justement qu'on vit une mini-révolution de notre droit de société, c'est-à-dire qu'on sort d'un droit rigide et finalement inadapté aux besoins de la pratique, parce que quand on est dans la rigidité,
on n'est pas dans l'accompagnement de l'élan vital des acteurs économiques. Or là, on a un outil qui justement, par sa souplesse, par la liberté contractuelle remarquable qu'il offre justement aux associés, il permet justement à chaque société, à chaque acteur économique de l'utiliser en fonction de ses besoins et donc d'être particulièrement adapté à la dynamique économique qui souhaite impulser. Et je suis très heureuse justement de voir qu'on commence à s'approcher de cette fameuse notion de compétitivité, d'attractivité des structures juridiques. Parce qu'une structure juridique, une structure organisationnelle, elle peut être une source, j'allais dire, d'encouragement de l'action économique, comme elle peut être au contraire une source de frein, de difficultés, et même parfois conduire à des issues fatales, comme l'a dit Maître Nasseri, qui est la liquidation, uniquement parce que les associés et les actionnaires n'arrivent pas à s'entendre. Donc c'est des choses qu'on voit dans la pratique. On voit également souvent, et on sait qu'on a une économie, Maître Nasseri l'a rappelé, qui est extrêmement dominée par les sociétés, les entreprises familiales, et entreprises familiales, c'est pas quelque chose de péjoratif, parce que comprendre que la richesse au Maroc, elle est faite par deux sources, essentiellement par les groupes étatiques et par les sociétés familiales. C'est dire que les sociétés familiales jouent un rôle tout à fait crucial dans notre économie. Et c'est souvent des fois qui sont plutôt performantes. Et donc on voit parfois des sociétés se retrouver en difficulté parce que la transmission n'a pas été suffisamment planifiée, suffisamment favorisée, et que souvent on n'a pas les outils organisationnels juridiques pour justement accompagner cette transmission. Et donc, on voit vraiment que le potentiel, à la fois économique, juridique, de la société par action simplifiée est tout à fait remarquable, et que donc il est temps que les praticiens, que les universitaires, que les chercheurs véritablement s'emparent et donnent du contenu. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'ingénierie juridique a un rôle tout à fait crucial à jouer en matière de société par action simplifiée. Donc je vous remercie encore une fois. Et j'invite Maître Brihossi de nous éclairer. Je sais que c'est un sujet qui lui tient à cœur, et donc on va l'écouter avec beaucoup d'attention. Cher professeur, je vous remercie infiniment pour l'invitation. Monsieur le doyen, chers professeurs, chers confrères, chères étudiantes, chers étudiants. Donc, depuis récemment, il y a eu en droit marocain l'introduction d'un nouveau véhicule juridique qui s'appelle, qu'on appelle la SAS. Et il est vrai que cette forme sociale existait bien avant, mais il faut dire qu'en pratique, c'était quelque chose qui était quasiment tombé en désuétude et que les opérateurs économiques n'utilisaient plus, limite par culture juridique, parce que peu de gens le faisaient. Et donc c'était devenu une société qui n'était plus commode. Et donc le législateur a eu l'intelligence d'introduire quasiment la SAS française en droit marocain. Et cette nouvelle forme sociale est clairement la bienvenue pour des raisons qui sont aujourd'hui évidentes. Le Maroc est dans une dynamique d'investissement clairement affichée, et cette société est, pour de nombreuses raisons, assez adaptée pour accueillir les investissements, les ouvertures de capital, et il faut dire simplement que la seule limite à l'ingénierie juridique permise par cette société est l'imagination des praticiens. Et il faut rappeler aussi que, comme l'ont rappelé les précédents intervenants, que la SA, par définition classique, est une société avec beaucoup de règles de fonctionnement et qu'on peut certainement qualifier de rigide et qui peut être inadaptée à certaines situations. Et concrètement, cette rigidité peut entraîner des coûts financiers que parfois les associés ne veulent pas payer, tout simplement. Et la SARL, qui est une formidable forme sociale, qui est une formidable société, mais il faut dire que l'évolution de l'économie mondiale, de la culture juridique, fait qu'aujourd'hui la SARL semble inadaptée pour certaines situations, et notamment pour ce qu'on appelle aujourd'hui
les entreprises innovantes, notamment des startups. Donc permettez-moi de revenir d'abord sur des aspects très pratiques, comme il faut dire que des conditions théoriques ont été bien abordées par les précédents intervenants. Je vais dans un premier temps revenir sur des aspects très pratiques de la création de la SAS. Concrètement, comment on peut aujourd'hui au Maroc, comme j'ai eu l'honneur et l'opportunité de participer à la création des premières SAS marocaines. Donc, pour ce qui est des aspects pratiques de la création, la première méthode est tout simplement la constitution. On constitue une nouvelle société avec des statuts, et un peu comme on faisait pour la SARL et la SA, mais avec des conditions bien évidemment différentes. Ce qu'il faut rappeler à ce stade, c'est qu'il y a beaucoup de liberté contractuelle dans la SAS, et comme j'avais l'habitude parfois de le dire à certains clients, la naissance et la mort de la SAS ne sont pas régies par tant de liberté. Et là, pour ce qui est de la constitution de la SA, il faut appliquer les dispositions de constitution qui s'appliquent à la SA. Et notamment, il y a une différence majeure, par exemple, avec la SARL. Nous savons tous que pour créer une SARL, c'est assez facile. On va voir l'expert comptable, le fiduciaire, et on peut rapidement créer une SARL, notamment pour des SARL qui ont un capital inférieur à 100 000 dirhams. Donc, pour ce qui est de la différence avec ce type de SARL, il faut garder en tête que parmi les formalités de création, il faut absolument créer d'abord un compte bancaire, même si le capital social est moins de 100 000 dirhams, parce que ces dispositions applicables à la SARL ne l'est pas pour la SAS. Donc il faut garder en tête tout simplement que si par exemple on veut créer une SAS avec un capital de 80 000 dirhams par exemple, il faut bien qu'il y ait 80 000 dirhams sur le compte bancaire, parce qu'il faut dire que la SARL, vous devez voir beaucoup de petites sociétés à 100 000 dirhams de capital, mais il faut dire que le greffier ne demande pas une attestation de blocage des fonds qui prouve qu'il y a bien ces 100 000 dirhams dans les comptes bancaires. Donc, parmi les formalités pratiques, il faut garder en tête cette formalité bancaire qui parfois peut être assez embêtante. Mais le greffier demandera certainement ce document. Et aussi, autre différence, comme cela a été rappelé, la SAS est une société par action. Et donc, on a des actions et non des parts sociales. Ce qui veut dire que toute la documentation relative à la souscription et libération des actions doit également figurer dans le dossier de constitution, concrètement le bulletin de souscription, la liste des souscripteurs, etc. Donc, ce qu'il faut garder en tête à ce stade, c'est que ces dispositions applicables à la constitution de la SA sont également applicables à la constitution de la SAS. La deuxième technique pour avoir une SAS, c'est la transformation. Donc, on va se retrouver avec des sociétés SARL ou SA, on va se limiter à ces deux cas, qui souhaitent se transformer en SAS. Les deux conditions majeures qu'il faut garder en tête pour voir si cette transformation est possible, d'abord il faut l'unanimité des associés ou des actionnaire qui décident cette transformation. Cette unanimité peut être expliquée comme une protection pour les minoritaires, afin d'éviter que des minoritaires se retrouvent dans une SAS où leurs droits sont moindres que dans les autres formes sociales. Donc le législateur a souhaité faire en sorte que tout le monde soit d'accord pour qu'on transforme une société en SAS et qu'il n'y ait point de divergence sur ce point. Deuxièmement, il faut l'intervention d'un commissaire au compte, qu'on appelle en pratique le commissaire à la transformation. Et il faut dire que, en pratique, ce que ces gens-là doivent vérifier, c'est que l'actif net de la société est au moins égal au capital social. Donc, concrètement, des sociétés qui ont beaucoup de pertes et qui ont des capitaux propres pas assez solides
ne pourront pas envisager une telle transformation. Donc pour ce qui est de la transformation, il faut garder en tête ces deux grandes conditions. Et après, il y a d'autres conditions qui peuvent s'appliquer, notamment pour une SA qui se transforme en SAS, car il y a des dispositions spécifiques qui régissent cette partie-là. Maintenant, je vais aborder d'autres aspects pratiques, ce que je pourrais appeler aussi des avantages pratiques qu'on retrouve dans la SAS et pas dans la SARL. Parce que comme cela a été bien abordé, là, il faut dire que la SARL, c'est la forme sociale qu'on retrouve le plus souvent. Pour ce qui est de la cession d'actions au départ social, donc il faut dire que la cession d'actions dans la SAS est beaucoup plus souple que dans la SARL, pour la raison qui est que quand on se départ dans une SARL, il faut faire des formalités juridiques auprès du greffe et publier la cession de parts dans un journal d'annonce légale et dans le bulletin officiel. Cette exigence n'est pas applicable pour la SAS, car dans la SAS, les dispositions de la SA sont applicables et prévoient que la société doit tenir un registre de transfert des actions. Donc, à partir du moment qu'on cède des actions, il faudra simplement enregistrer cette cession dans le registre de transfert des actions, qui est un document interne à la société. Et il faut dire que cela simplifie des choses. C'est un avantage en pratique. Parfois, quand on peut par exemple clôturer une transaction, on peut directement entériner le transfert des actions, car en théorie, il faut savoir que le greffe peut toujours demander d'autres documents et tant que la cession des parts sociales dans la SARL n'a pas été validée par le greffe, même si d'un point de vue juridique cela ne veut pas dire grand-chose, mais en pratique cela constitue un obstacle, on va dire. Pour ce qui est du deuxième avantage très pratique, c'est on peut avoir un président personne morale, comme cela a été évoqué par les précédents intervenants. Et il faut dire que c'est un avantage très pratique, parce que comme on le sait, dans les groupes de société, souvent se pose la question qui sera le président de la filiale. Et aujourd'hui, cette question peut être résolue par une société mère qui peut détenir cette qualité dans l'ensemble des filiales qui seront créées. Et il faut garder en tête aussi que une fois qu'on a un président personne morale, ce n'est pas forcément le président de cette personne morale qui représentera la personne morale présidente, mais cette personne morale va désigner un représentant qui la représentera dans cette société, dans cette tâche de présidence. Et il faut dire que le texte de loi a quand même, pour éviter pour éviter les cas de fraude, on va dire, la responsabilité quand même des dirigeants de la personne morale présidente auprès de la personne morale présidente peuvent être encourus dans certains cas. Cela n'exclut pas leur responsabilité, mais c'est quand même assez pratique. Une personne morale présidente qui sera représentée par n'importe quelle personne qui sera désignée. Et aussi, autre avantage, c'est que souvent, les filiales et les sociétés mères, il y a souvent des transactions financières entre les deux entités. C'est pratique, ils s'envoient l'argent pour plusieurs raisons. Et pour justifier ces transactions, souvent, il y a des problèmes. On manque parfois de preuves, parfois de documents juridiques solides, ou parfois, en pratique, on a recours à ce qu'on appelle les conventions de prestation de services, de management fees. C'est pour justifier les transactions entre les deux entités. Ben, aujourd'hui, si on a une présidente, personne morale qui est la société mère, elle peut très bien conclure une convention avec la filiale pour des prestations de services classiques. Comme la société mère, elle centralise souvent l'administratif, le juridique, l'informatique. Donc l'assistance dans ces domaines-là peut justifier les remontées de flux financiers. Ça aussi, c'est assez pratique. Et pour ce qui est du troisième point très pratique, c'est la tenue des assemblées. Donc,
comme cela a été évoqué, le fonctionnement de la SAS est assez libre. Et pour ce qui est de la SA, par exemple, il faudra toujours convoquer un conseil d'administration qui devra convoquer l'Assemblée générale, il y aura des délais à respecter. Quand les intervenants, les administrateurs, les associés ne sont pas au Maroc, cela constitue un problème. En plus, il faut légaliser les signatures à la fin. Donc, il y a beaucoup de rigidité. Avec la SAS, on peut, comment dire, introduire une grande flexibilité, notamment en baissant le délai de convocation. On peut aussi charger une personne physique de directement convoquer l'Assemblée générale, sans passer par le conseil d'administration. Et cela, in fine, se traduit par une économie financière, parce que toutes les convocations, les administrateurs, tout cela a un coût financier. Et même parfois, quand on veut réaliser des opérations d'augmentation de capital, dans la SA, le calendrier il est plus lent. Alors que dans la SAS, si on a des statuts assez souples, on peut, on va dire, réaliser l'opération de manière plus rapide. Et comme vous le savez, dans des transactions assez complexes, on entend souvent les deals, les transactions, il y a beaucoup d'opérations qui se passent en même temps. On a plusieurs augmentations de capital, de réduction de capital, d'un apport de compte courant, il y a beaucoup de choses qui se font en même temps. Et si on a des SAS avec des délais flexibles, cela participera, in fine, à la rapidité de la transaction, et ce qui fait que ce véhicule juridique sera très utilisé par les investisseurs. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième partie, je vais évoquer certains schémas d'ingénierie juridique qui sont assez utiles. Donc, premièrement, je vais commencer par ce qu'on appelle les startups. Donc, dans une startup, ce qu'on appelle une entreprise à haut potentiel, on retrouve souvent le même schéma. C'est une jeune personne physique, un jeune ou une jeune qui vont créer un logiciel ou quelque chose de technologique et qui vont avoir besoin d'argent, de fonds, pour réaliser leurs objectifs et développer l'entreprise. Donc les deux intérêts qu'on retrouve, c'est le fondateur qui veut garder le contrôle, toujours, et l'intérêt des investisseurs. Quand les investisseurs introduisent de l'argent, ils veulent se rassurer de deux choses, notamment, pas toujours, parfois il y a plus, mais notamment, ils veulent garder un contrôle, savoir ce qui se passe, ils veulent avoir le plus de transparence possible, et ils veulent avoir généralement une régularité dans la distribution des dividendes quand il y a un bénéfice. Ils veulent s'assurer de ces points, et la flexibilité permet de créer des statuts, on va dire, assez convenantes pour ce genre de situation. Pour garder le contrôle, le fondateur, il peut recourir à des droits de vote multiples ou doubles. Cela existe déjà dans la SA, mais dans la SAS, on peut aller plus que le droit de vote double, on peut aller à un droit de vote multiple, donc ce qui permet d'avoir une différence entre le contrôle du capital social et la détention du pouvoir. Le fondateur, naturellement, pourra garder le pouvoir dans certaines décisions ou même dans toutes les décisions selon ce qui sera négocié et décidé. Et pour les investisseurs, le droit d'information qui est prévu par la loi n'est pas suffisant, qui est un droit, on va dire, annuel, avec bien sûr d'autres dispositions spécifiques. Et surtout quand il s'agit de fonds d'investissement, c'est des entreprises qui ont la culture du reporting. Ils veulent des informations chaque 3 mois, peut-être même chaque mois. Donc ils peuvent créer un conseil de reporting qui va avoir le pouvoir de décider certaines décisions et qui va avoir le pouvoir et le rôle de transmettre certaines informations de manière régulière aux investisseurs. Et également, pour ce qui est de la régularité de distribution de dividendes, on peut très bien prévoir des clauses pour réguler la part du dividende, et de manière indépendante avec la proportion du capital social. Pour ce qui est du deuxième schéma, qu'il faut dire
est en train d'être apprécié un peu. Je rencontre souvent des hommes d'affaires, des gérants de sociétés qui s'intéressent à la SAS en raison de ce la SAS permet un contrôle à 51% pour résumer. Et comme cela a été expliqué avant, c'est une question de majorité. Concrètement, un contrôle à 51%, c'est-à-dire qu'on peut très bien donner le pouvoir à un associé de prendre plus. Là encore, des praticiens devront être subtils, mais pour ne pas tomber dans l'absolu, on va dire de prendre, beaucoup de décisions à 51%. Ce qui permet de neutraliser quelque chose qu'on retrouve très souvent, c'est le droit de veto du minoritaire dans la SARL. Dans la SARL, comme cela a été précisé avant, à partir de 25%, on peut avoir ce qu'on appelle un droit de veto. On peut bloquer certaines décisions, notamment toute décision qui a trait aux modifications des statuts. Donc on peut se retrouver facilement à des blocages, ce qui entraînait une grande réticence à l'ouverture du capital pour beaucoup de fondateurs qui n'ont pas forcément des enfants qui veulent reprendre la succession, mais qui veulent ouvrir le capital à leurs salariés. Et ce droit de veto les faisait peur, tout simplement. Et aujourd'hui, donc, avec ce contrôle à 51%, cela permet de neutraliser ces blocages et à donner plus de pouvoir à des associés. Et certains fondateurs ont déjà sauté le pas et qui ont déjà adopté la SAS avec un droit de contrôle à 51%, ce qui leur permet d'ouvrir le capital et de promouvoir certains salariés de leur boîte en qualité d'associés, et de le faire de manière tout à fait, on va dire, sans crainte, sans avoir la crainte du fameux droit de veto. Et enfin, troisièmement, la SAS, donc c'est un véhicule assez adapté pour ce qu'on appelle les levées de fonds. Les levées de fonds, donc, comme j'avais expliqué dans les startups, mais pas que les levées de fonds, concrètement, c'est dans toutes les sociétés qui ont une croissance et qui veulent avoir une source de financement externe. Donc la SAS, par rapport à la SARL, elle permet un financement par la voie obligataire. L'obligation, c'est un titre de créance, c'est un instrument financier qui permet je vous laisserai revoir votre cours de droit des sociétés pour plus de détails, mais qui permet de lever des fonds sans pour autant que la personne qui a mis de l'argent ait de pouvoir sur la société. C'est quelque chose de très utile. Et l'utilité pour le fondateur, c'est de pouvoir lever de fonds sans donner le contrôle ni le pouvoir. Et pour le financier, l'intérêt, c'est moins de risques, car les obligations permettent, selon ce qui est écrit, mais permettent un revenu financier, on va dire, plus stable, comme les crédits bancaires. Donc ce financement par voie obligataire est théoriquement possible, mais il faut ici faire attention à ne pas tomber dans la définition ni le périmètre de l'appel public à l'épargne, ni tomber dans la définition du placement privé, car si on tombe dans ce périmètre, il faudra appliquer un ensemble d'une réglementation boursière supplémentaire. Mais concrètement, ce financement par voie obligataire peut être pratique dans des schémas où c'est une holding qui va apporter le financement, par exemple. Et enfin, un cas que j'ai eu en pratique, des jeunes start-upers qui viennent me voir directement et qui me disent on veut des BSA, des bons de souscription d'actions. Et donc, ces bons de souscription d'actions, il y a des sociétés marocaines qui les ont déjà utilisés. Et pour ce qui est du droit marocain, il faut dire qu'il n'y a pas un droit de valeur mobilière spécifique. Donc c'est un terrain, il faut avoir beaucoup de prudence sur ce terrain, même si en théorie, l'absence de réglementation ne signifie pas une interdiction du recours à ce type d'instrument. Et il faut dire que on a un article en droit marocain, l'article 243 de la loi 1795, qui peut
selon les différentes interprétations, donner une assise théorique pour créer des BSA. C'est un article qui précise que sont assimilés à des valeurs mobilières le droit d'attribution ou de souscription détaché des valeurs mobilières. Et certaines sociétés cotées les ont déjà utilisées, c'est que la MMC les a acceptées. Donc, mais au-delà de la possibilité théorique de recourir à ce type d'instrument, il faut dire qu'en l'absence de législation spécifique, ça reste un terrain assez incertain et dans lequel il faut avancer avec beaucoup de prudence. Mais dans ce contexte-là, d'investissement, de start-up et tout ça, les BSA, à un moment, les fondateurs veulent tous des BSA parce que ça fait partie de l'ingénierie financière qui s'impose au juridique et notre droit ne l'interdit pas et théoriquement cela reste possible. Maintenant, quelques zones qui sont restées obscures dans les dispositions de la nouvelle SAS. Donc, quid un peu de l'exclusion d'un associé. C'était une disposition, c'était on va dire une option qui était permise dans l'ancienne SAS marocaine, dans l'article 429, l'ancien article 429. Aujourd'hui, le législateur est silencieux sur ce point. Maître Perrin avait évoqué cette question. Il est vrai qu'il faut dire que l'exclusion d'un associé, parfois en pratique, on peut recourir à des mécanismes comme la promesse unilatérale de vente, donc des éléments qui déclenchent une cession forcée, cela existe en droit marocain, mais pour l'exclusion au sens strict, c'est-à-dire un associé qui peut se retrouver exclu par le conseil d'administration, par un conseil ou par des associés. Donc cette faculté-là, donc là on porte atteinte à un droit fondamental garanti par la Constitution, qui est le droit de propriété. Et il faut dire qu'en l'absence d'une disposition légale spécifique, il serait imprudent de prévoir un droit d'exclusion au sens strict. Donc c'était au législateur de prévoir une telle possibilité, et il faut dire que l'autonomie de la volonté ne pourra pas non plus, on verra comment les praticiens vont adopter cette question, mais il serait difficile que par la seule autonomie de volonté, on puisse porter un droit aussi fondamental, car il s'agit en certain sens d'une expropriation. Un associé peut se retrouver exproprié, et le silence du législateur sur ce point, c'était peut-être volontaire, c'était peut-être une crainte d'une utilisation abusive de ce procédé, et donc par prudence, peut-être le législateur n'a pas touché à cette question. D'autant plus que cette disposition existait avant. Aujourd'hui, elle n'existe plus, donc on ne peut pas parler d'un oubli. Je pense que c'était volontaire et c'était par crainte d'une... Comment dire, c'est quelque chose qui peut être utilisé de manière abusive. Ce qui est de la procédure des conventions réglementées dans la SAS, le législateur a bien prévu une procédure, mais le périmètre de cette procédure semble plus restreint que celle qui est prévue pour la SA et la SARL. Je vous laisserai le soin de la lire avec précision, mais il semblerait que c'est le commissaire aux comptes qui initie cette procédure dans la SAS, et en l'absence de commissaire aux comptes, on se demande si cette procédure est obligatoire. Donc, et enfin, une autre zone obscure de la loi, c'est l'absence de dispositions spécifiques qui précisent quelles sont les décisions qui devront être obligatoirement prises par les associés. Donc c'était une disposition assez classique qu'on retrouvait dans la loi française, qu'on retrouvait dans l'ancienne SAS, qu'on retrouve en droit OADA. On avait souvent une disposition qui disait que seuls les associés pourront prendre les décisions suivantes, notamment l'augmentation de capital, dissolution, les décisions très importantes, on va dire. Et ces dispositions n'existent pas aujourd'hui.
On peut se demander, est-ce que cela veut dire que c'est une liberté absolue pour laisser les statuts régir cette question, ou un oubli? En tout cas, comme je vous l'ai dit, le mot d'ordre aujourd'hui c'est la prudence, et les décisions importantes seront toujours réservées au ressort des associés, donc notamment par prudence. On voit mal donner à un président le pouvoir ou à un conseil le pouvoir de procéder à des augmentations de capital, par exemple, parce que c'est des droits fondamentaux qui vont être touchés, notamment le droit des minoritaires. Et pour conclure, je veux revenir un peu sur de la SAS. Il y a beaucoup de liberté, mais c'est à double tranchant. Donc les statuts doivent très bien aller dans la précision dans toutes les clauses, et surtout quand on prévoit un nouvel organe, ou même pour les assemblées générales, il faut vraiment prévoir les délais, les quorums, tout. Le silence n'est pas un avantage. Quand il y a un silence et qu'on se retrouve dans des questions qui ne sont régies ni par les législateurs ni par les statuts, c'est des situations d'impasse. Tout simplement, ce sera le juge qui devra décider. Mais si on se met à la place du juge aussi, s'il se retrouve devant un contentieux que ni la loi ni les statuts ne régissent, même lui, comment va-t-il faire? Mais c'est là ce qui nous rappelle que la SAS est aussi, donc, comme on l'a dit, elle est régie par la loi 1795, donc certaines dispositions, d'autres ont été exclues. Les fameuses dispositions de la SAS dans les articles 43-1 et suivants, mais aussi derrière formant des codes des obligations et des contrats, car il y a des dispositions sur les sociétés en général, je pense que c'est l'article 982 et suivants, et ces articles-là, dans la mesure où ils sont compatibles, seront parfaitement applicables. C'est notre code civil à nous qui a parfaitement sa place. Donc, dans le silence des statuts, ces articles-là pourront également être applicables. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. On vous a suivi avec beaucoup d'intérêt et vraiment je vous remercie pour l'acuité, la pertinence, la clarté et la précision des éclairages que vous avez portés donc sur cette nouvelle forme sociale. Vous avez, à mon avis, forgé un véritable guide du praticien pour justement s'approprier cette nouvelle forme sociale, et je souhaite que l'ensemble des conseillers, des avocats aient suffisamment d'expertise, comme vous avez témoigné aujourd'hui, pour accompagner utilement les hommes d'affaires, les acteurs économiques dans leur souhait, dans leur proportion à s'approprier et à pratiquer la SAS. Il faudrait justement qu'on puisse accompagner les acteurs économiques pour que la SAS puisse exprimer tout son potentiel, puisse exprimer le meilleur d'elle-même. Et je vous rejoins par rapport à la remarque que vous avez émise quant au DOC, qu'on va oublier que le DOC constitue le droit commun des sociétés, et que donc, face au silence de la loi et au silence des statuts, le cas échéant, c'est vers le DOC qu'on va se tourner. Donc je vous remercie encore une fois pour l'acuité de l'éclairage que vous avez porté. Alors, je voudrais, avant d'ouvrir le débat, écouter, on a la chance d'avoir avec nous le professeur Laoufir et Maître Kabadi. Donc, professeur Serrelli également, vous aviez une intervention. Je cède le micro à Maître Kabadi. Du tout. Alors écoutez, on a la chance de vous avoir parmi nous et de vous entendre sur la question. Ce sera vraiment un honneur. Merci beaucoup. Vraiment, c'est une mission un peu âpre. Je vais essayer d'intervenir sur 3 points que Stéphanie a soulevés tout à l'heure. Le premier point, pourquoi on a attendu 24 ans pour introduire la SAS en droit dans le dispositif juridique marocain? La réponse est simple. À l'époque, je présidais la commission juridique de la CGR. Et j'appartenais en même temps à un groupe qui avait à peu près 150 filiales. Imaginez le poids économique. Faut-il intégrer une société comme celle d'aujourd'hui?
La réponse à l'époque, non. Pourquoi? Parce qu'on était en train de préparer le code de bonne gouvernance. Et on voulait qu'il y ait aujourd'hui, au lieu de passer du soft law vers le hard law, on avait choisi à un moment donné le hard law. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'informel. Et on ne voulait pas que l'informel soit organisé par le juridique. On voulait qu'il y ait plus d'expertise comptable. Au moment de la promulgation de la loi sur la société anonyme, un débat énorme. 3 conférences, 650 personnes dans chaque conférence, où les gens étaient en train de rejeter la SA, parce qu'il y avait un vrai code pénal de la SA. Il y avait un débat lourd. Que faut-il faire? Il y avait doing business. Il y avait aujourd'hui la Banque mondiale. Et puis il y avait la restructuration. C'est que la bourse a commencé à se redynamiser pour permettre à des gens aujourd'hui de lever des fonds. Donc on avait voulu plus de transparence, plus de contrôle et plus de sanctions pour ceux qui ne veulent pas aujourd'hui respecter. Et c'est pour cela qu'à l'époque, on n'a pas voulu, dans les débats qu'on a mis, parce que moi j'étais en charge du suivi de l'ensemble des réformes du droit des sociétés au nom de la CGM, en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, Mme Bousta, qui a donné naissance au fameux comité actuellement du climat des affaires, qui est géré par le ministère des Affaires générales. Donc il y avait une raison. C'est que le Code était en train de négocier entre les partenaires sociaux et qui a donné les 3 codes qui ont été publiés. Les 3 codes, ils vous disent soit appliquer, soit expliquer. Et parmi les choses, c'était la bonne gestion, la bonne gouvernance. Votre faculté a réfléchi sur le sujet. Allez-y vers l'application du code. C'est tous les travaux que vous avez fait, professeur Sven. Donc, nous, on regarde la fac, ce qu'elle dit. Plus de transparence, plus de contrôle, plus aujourd'hui de respect et d'objectivité. Donc, nous n'allons pas vers le fameux soft law. Il y avait la loi 1920. Si vous avez remarqué, qui c'est qui l'a plaidé, entre parenthèses, devant le Parlement? C'est Mounir Khelif. Et à l'époque, il était président de la CGM. Pourquoi il n'avait pas proposé? Est-ce que vous comprenez? C'est qu'il y avait une raison. Deuxième point, rapidement. Depuis tout à l'heure, vous avez dit que on va passer vers la technicité contractuelle, la technique contractuelle, le rédactionnel, la précision chirurgicale. Il n'y a pas aujourd'hui, au fond, de prêt-à-porter. Il n'y a que de sur-mesure. C'est le rôle du juriste. Et vous avez cité, professeur, 5 fois les experts comptables et les comptables agréés. Et ces étudiants que je suis en train de former, ils seront tous des docteurs qui appartiendront à votre association. Et il va falloir leur donner la priorité. C'est eux qui vont être les spécialistes. C'est eux qui devront réfléchir sur l'autorité de l'université. Parce que demain, on doit créer la doctrine dont a parlé tout à l'heure Maître. Comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, on a besoin d'un éclairage. Si vous avez remarqué, la CGM, de laquelle je ne parle pas aujourd'hui, n'a pas organisé une sortie sur le sujet. Parce que nous avons un problème. C'est le problème de l'abrogation. Est-ce qu'il y a eu abrogation de l'ancienne loi? Que deviendraient les centaines de sociétés qui étaient constituées? Donc, voilà aujourd'hui 3 petits points. Le premier point, la raison d'être pourquoi on a attendu 24 ans. Et il y a, deuxièmement, c'est qu'il va falloir former aujourd'hui des étudiants parce qu'on va rencontrer demain des statuts au kilomètre qui vont être des statuts qui vont vouloir prendre tout en considération. Pourquoi? Pour ne pas laisser la faculté demain à des juges de pénétrer pour interpréter la volonté des parties. Donc, il y a même aujourd'hui, on est en train d'aller vers la mise en œuvre de la vraie loi des parties, qui est basée sur le DOC de l'article 230. Et puis, aujourd'hui, je dis aux étudiants, sachez qu'en droit de société, ça doit être un droit de spécialiste. Les généralités, c'est terminé. Aujourd'hui, il faut que chacun
qui rédige soit aussi responsable, parce que les sociétés portent des gros patrimoines. Tant que le décret n'est pas sorti, je peux sortir demain une société SAS avec un capital faramineux. Et il va pouvoir voir aujourd'hui une contradiction. C'est qu'au moment, en septembre 2022, je publie le nouveau code de bonne gouvernance qui incite à plus de transparence, d'égalité, de ceci, de cela, et le respect des minoritaires, et je sors une loi en même temps pour dire, vous savez, vous pouvez faire fi de l'ensemble de ce que nous avons réfléchi pendant 20 ans, et allez-y entreprendre par un outil contractuel. Donc je pose la question, est-ce que tous les travaux de professeur Sbaïk deviennent obsolètes? Je vous remercie, Maître Khaledi, d'avoir posé cette question. L'actualité de mes travaux, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur la gouvernance dans les sociétés anonymes. C'est un sujet passionnant, mais en réalité, même en travaillant sur ce sujet, je me posais toujours la question de sa réalité par rapport à la pratique. Effectivement, quand il s'agit de grands groupes structurés sous forme de SA, on peut se poser des questions par rapport à la bonne gouvernance. Mais quand on est dans les PME, quand on est dans l'entrepreneur, quand on est dans les sociétés familiales, il s'agit de faire du chiffre, de générer des bénéfices, et finalement, n'est-il pas légitime de chercher d'abord le bénéfice et ensuite la valeur partagée? Donc, ce sont toutes ces logiques qui coexistent, et à l'État, par contre, je plaide pour un rôle beaucoup plus fourni de l'État en matière fiscale et en matière, et je pense que l'audit légal il a un rôle absolument clé à jouer en matière de gouvernance des sociétés commerciales au Maroc, et un rôle qui n'est pas suffisamment questionné, parce que c'est un paravent, c'est un garde-fou, c'est celui qui apporte cette fameuse transparence, parce que l'homme d'affaires, il ne va jamais le faire de manière spontanée. Donc il faut toujours la carotte et le bâton. Donc c'est justement ces forces contraires avec lesquelles on doit composer. Essayez-nous, juristes, et je vous remercie d'avoir fait référence à ces futurs docteurs, à ces juristes en formation, et ce sont les chevilles ouvrières des sociétés commerciales de demain, les entreprises, celles qui créent la valeur, celles qui génèrent l'emploi, celles qui vont faire que notre pays deviendra l'un des pays certainement les plus compétitifs donc, du continent africain. Donc je vous remercie tout à l'heure, Monsieur Khaledi, pour votre éclairage. Professeur Serrini, petite intervention sur commerce. Alors, une petite remarque. Je suis là en tant que spectateur. Excusez-moi, un petit rappel sur le fait que les étudiants ont cours à 13h et que donc on a encore une petite trentaine de minutes pour parachever notre journée d'études. Je prends quelques minutes. Allez. Merci, Madame la Présidente. Donc, je termine sur une note plus générale. Je ne vais pas revenir sur les aspects techniques qui ont été relatés par les éminents collègues, professeurs, experts autour de cette table. Et une chose qui me tient à cœur,